Voilà, il est 18h30. Je vais introduire nos deux invités pour cette conférence de rentrée de la sociologie. Donc le département de sociologie et l'IRS ont le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérôme Denis et David Ponty, tous deux ancrés au Centre de sociologie de l'innovation de Mines Paris, c'est comme ça qu'on dit, Mines Paris. Centre bien connu pour la place qu'il occupe dans la constellation des Science and Technology Studies. Je ne vais pas présenter vos parcours respectifs, car ce qui vous distingue est votre compagnonnage depuis 20 ans. Vous êtes en quelque sorte les Castor et Pollux, les Simon et Garfunkel ou les Starsky et Hutch de la sociologie, des sciences et des techniques. Je crois qu'on vous l'a déjà fait, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Vous avez troublé le jeu de l'autoria en allant jusqu'à créer 2 nouveaux auteurs, issus de la fusion de vos 2 noms, dans 2 chapitres du Routledge Companion to Actor Network Theory, David J. Denis et Jérôme D. Ponty, qui sont 2 auteurs hybridés. Ce type de procédé ne relève pas seulement de votre caractère facétieux, car vous avez un caractère facétieux tous les 2, mais s'inscrit dans vos travaux précédents sur l'écriture scientifique et l'autoria. C'est d'ailleurs par les écritures que vous êtes entrés dans le monde de la maintenance, les écritures maintenues dans le métro parisien, les écritures effacées par les nettoyeurs qui maintiennent les murs de la même ville. On mentionnera évidemment aussi votre beau Scriptopolis, le blog et le magnifique livre qui se penche sur les petits écrits qui peuplent nos rues, nos bureaux et nos maisons. Alors, je ne vais pas dévoiler le contenu de votre conférence, trop, en laissant l'intrigue de la couverture. S'il m'arrive quelque chose à la sortie, on saura que la personne veut vraiment avoir ce livre tout de suite. Donc la sortie de votre ouvrage qui est imminente, un ouvrage dont vous avez pris grand soin. J'ai effectivement eu la chance de lire la version presque finale et à chaque page je me disais quel bonheur que cette écriture déployant une argumentation ciselée dans un style narratif. Et je ne vais pas en dire plus et je vous cède la parole. Merci à vous 2. Alors évidemment, il s'est rendu. Alors le temps que le... Voilà, c'est ça, il s'était mis en veille. On va le réveiller. Voilà. Bon, merci beaucoup Cornelia pour cette introduction. Merci à toutes et à tous d'être ici et pour l'invitation pour cette conférence. Donc on ne va pas commencer la playlist comme te DJ, même si la configuration s'y prête. Alors évidemment, on a peu de temps puisque, comme tout conférencier, on considère qu'on n'a jamais assez de temps. Et on s'était demandé comment vous faire plonger directement dans la maintenance pour vous faire comprendre de quoi on parle dans ce livre. On voulait faire une photo en fait sur le trajet en se disant on va faire une photo en Suisse. Et en fait, on a découvert le magnifique travail réalisé sur le compte Instagram du département. Et donc, le travail de photographie était déjà fait. Et donc, notre question sur ce genre de situation, c'est qu'est-ce qui se passe? La question très goffmanienne, que se passe-t-il ici? Et qu'est-ce que la sociologie peut raconter de ce genre de situation qui se déroule tous les jours, mais qu'on ne voit plus ou pas, ou qui sont finalement pas suffisamment étudiées? Et donc, en gros, notre travail s'inscrit dans la lignée de différentes enquêtes sur ce que Georges Perec appelle l'infraordinaire. Alors, notre geste, c'est prendre au sérieux les activités de maintenance et montrer en quoi elles résonnent avec les activités de soins. D'où le titre, le soin des choses. Alors, les théories du care ont insisté sur tout un tas d'aspects, le travail reproductif, l'ambivalence du soin et le caractère actif des personnes qui reçoivent ce soin, avec donc tout un tas d'éléments déjà très bien posés sur la façon dont le soin aux personnes se joue, est complexe, épais, multidimensionnel. Mais il se trouve que dans cette littérature, il y a des auteurs, des autrices, notamment comme Joanne Tronto, qui donnent assez tôt une définition très large de ce soin qui est non seulement dédié aux humains, mais qui en fait englobe tout un tas d'éléments qui composent l'environnement et le monde dans lequel les humains habitent. Donc c'est un premier lien évident avec nous de discuter du soin des choses avec ces théories du care et cette sensibilité.
L'autre piste, c'est celle que pointe Mirle Youkeles en action derrière nous et son manifeste pour l'art de la maintenance, avec ce travail initié dès la fin des années 60 pour faire de la maintenance un art. Et ici, je ne vais pas dérouler toute la performance, on va quand même essayer d'aller au bout et de laisser beaucoup de temps à la discussion. Mais en gros, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sur les marches d'un musée à Brooklyn, si je me souviens bien. Elle est en train de nettoyer les marches qui donnent accès à l'entrée principale avec les chiffons spécifiques qu'utilisent les curateurs et les responsables des œuvres. Donc c'est diapers, comme on les appelle, donc des chiffons très spécifiques dédiés aux œuvres. Et elle nettoie pendant 7 heures les marches du musée pendant que les visiteurs entrent dans le musée et à chaque pas refont des traces et elle recommence à nettoyer. Et eux ne voient pas que c'est une performance artistique. Ça, c'est un premier élément important de l'œuvre de Youkeles. La maintenance ne se voit pas alors qu'on est face à elle. Le deuxième point, c'est qu'elle fait ça pendant 7 heures, une journée de travail. La maintenance, c'est une répétition continue. Autre point important, j'arrête avec cette performance. Autre point important dans l'œuvre de Youkeles, c'est des liens explicites faits très tôt entre ce travail de maintenance domestique à la maison, le lien immédiat qu'elle fait avec le travail de maintenance qui est fait dans l'espace urbain et notamment avec les éboueurs et la prise en charge des déchets des New-Yorkais. Et en suivant ces déchets, le lien immédiat également avec les questions environnementales et écologiques, puisqu'elle va transformer une décharge en une œuvre d'art et on va lui confier la conception et la restauration de cette décharge à un moment de son parcours. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est en fait, et ce qu'on fait dans le livre, c'est poser un certain nombre d'éléments qui plaident en faveur d'une politique et d'une éthique de la maintenance. Mais évidemment, dans les quelques minutes qu'on a, on va poser que quelques aspects. Alors qu'est-ce que ça veut dire de penser la maintenance comme un soin? On va essayer d'identifier au moins là 2 principaux gestes avant d'ouvrir sur une autre question. Le premier geste qui nous importe et qui est essentiel aussi au travail de Youkeles et à beaucoup d'autres, c'est de découvrir ou de faire remonter à la surface toutes les personnes qui s'occupent des choses. Qu'on appelle le peuple des choses là dans le livre, qui est une expression discutable et discutée déjà, mais on y tient un peu avec cette idée que en fait on peut découvrir simplement en ouvrant un tout petit peu les yeux qu'il y a beaucoup de gens déjà autour de nous qui s'occupent des choses, que nous-mêmes parfois nous le faisons. Alors c'est un geste un peu particulier dans notre rapport aux sciences sociales, notamment parce que nous on a été nourris à tout un tas d'auteurs et d'autrices qui ont insisté sur le fait que dans le social, il fallait aussi compter les objets. Il fallait compter tout un tas de choses, aussi bien un truc qui referme la porte tout seul, comme Bruno Latour, ou un système électrique au gasoil, comme Madeleine Acriche, et tant d'autres. Mais une partie de ces travaux-là ont fait ce premier geste en disant il faut repeupler le monde social des objets. Et nous, par-dessus ça, l'argument, c'est... avec d'autres et en suivant l'exemple d'autres chercheurs et d'autres chercheuses, on essaye de dire qu'il faut repeupler le monde social, et prendre en compte certes les objets, mais toutes les personnes qui sont aussi attachées et qui font que ces objets agissent de la manière dont ça a été décrit par toutes ces traditions. Alors, c'est un écart qui est, en fait, ça fait au moins 2 choses, le fait de prendre en compte ces personnes-là. Donc, le fait, par exemple, de prendre en photo et de considérer la personne qui remplace le néon et qui s'en occupe, qui sait aussi que le néon a sauté et qui s'en occupe et qui le remplace d'une certaine manière dans la photo de l'Instagram de tout à l'heure. L'écart peut-être le plus évident, d'abord, c'est que ça invite et ça permet de mettre un peu à distance de l'idée d'un objet dont la durabilité, dont la durée, dont la qualité même ne tient que dans sa conception. Ne tient qu'en dans le fait qu'il est bien conçu. Un outil bien conçu est un objet qui est censé durer. C'est un objet fini. C'est un produit fini. Alors c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le monde du design dans lequel on vit, où on est sans arrêt... entouré de choses qui sont vraiment censées être comme ça, et dans le monde de l'architecture, n'en parlons pas, où il y a des travaux très intéressants qui montrent à quel point l'existence même de l'architecture minimaliste
dans laquelle on vit depuis déjà de nombreuses années, consiste à effacer et à faire disparaître le fait qu'il y a énormément de personnes qui la font effectivement exister, qui la rendent propre, qui la rendent fonctionnelle. Alors ici, on a un exemple de cette dame qui s'appelle Guadalupe, j'ai oublié de son nom de famille parce qu'on n'a pas marqué sur ce slide-là, et on l'a retrouvée parce qu'elle n'est pas tellement Acedo, qui est mise en scène dans un très très beau film de deux architectes qui font des films assez extraordinaires sur la vraie vie des bâtiments, qui s'appelle Becca et le moine, et ce film s'appelle Koulas House Life, et qui raconte la vie très particulière de cette maison à Bordeaux que Koulas a conçue et fait fabriquer pour un ami à lui. Et cette personne-là est décédée très rapidement, et donc la maison, qui est une maison de Koulas, est donc une maison inscrite au bâtiment de France et qui doit être conservée, qui doit faire l'objet d'un entretien et donc d'une maintenance permanente. Il filme cette dame de manière presque à la manière de Tati, mais en étant très 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 attentif à ces différents gestes. On voit aussi quelques techniciens et quelques autres personnes dans le film, et on comprend que si la maison existe toujours, et si c'est toujours la maison à Bordeaux de Koulas, c'est aussi grâce à ces personnes-là. Donc l'enjeu, finalement, pour le dire très simplement, c'est essayer d'avoir une description beaucoup plus réaliste, entre guillemets, du monde dans lequel on vit aujourd'hui, et notamment du monde du consumérisme ou d'une forme de capitalisme qui est toujours un trop grand mot, mais dans lesquels les objets de consommation ont une part importante, et le bâti, et évidemment, on peut y ajouter les infrastructures, etc. Donc la description réaliste, c'est précisément le fait de faire compter et de décrire ce peuple des choses qui, généralement, est posé à la marge. Il est à la marge des récits de la modernité, il est à la marge, dans les pays du Sud, de la vie sociale de nos objets qu'on jette et qui se retrouvent à être maintenus et réutilisés ailleurs, voire simplement démantelés et posés en déchets. Et il est à la marge aussi à l'intérieur de tout un tas de zones des pays dits riches, dans des petits magasins de réparation que certains ici ont étudiés avec beaucoup de détails, sans les citer, voilà, Nicolas Nova et Anaïs Bloch, qui ont très bien montré comment dans ces petits lieux-là se joue ce que Anaïs Ting, l'anthropologue, appelle les patchs, ces petits endroits dans lesquels se construisent finalement une partie essentielle à l'existence même de la circulation de ces objets et de leur usage. Et puis le deuxième écart qui est fait, donc premier écart avec ce mythe des objets un peu autonomes que Steve Jackson appelle « bright and shiny ». Puis le deuxième écart, c'est le fait qu'en fait, ça invite aussi précisément à rediscuter de la conception elle-même en posant la question de la maintenabilité des choses. Si on prend en considération ces personnes-là, qui sont très souvent des travailleuses et des travailleurs, il faut prendre en considération les conditions de travail. Alors les conditions de travail sont inscrites dans la manière dont les objets même sont fabriqués. Et dans le fait que, précisément dans la maison à Bordeaux de Koulas, rien n'est fait pour qu'une femme de ménage fasse le boulot qu'elle a à faire. Rien n'est fait pour que les techniciens puissent assez facilement accéder à tel endroit de la maison quand il y a une fuite ou à telle ou telle chose. Donc il y a un enjeu dans la conception, dans le design, dans l'architecture qui consiste à dire... Alors déjà, bon, penser aux usagers, c'est déjà un argument qui est encore un peu compliqué à faire passer chez certains architectes notamment. C'est-à-dire que le bâtiment va être habité, la post-occupancy comme ils disent, mais qu'en plus, il y a des usagers très particuliers qui sont les mainteneurs et les mainteneuses, et qu'il faudrait en tout cas poser cette question de la maintenabilité des choses. Alors, c'est une question qui est effectivement valable notamment en architecture, mais c'est aussi une question qui se pose dans les biens de consommation aujourd'hui de manière extrêmement politisée autour de un mouvement politique qu'on pourrait dire qui s'est renforcé ces dernières années à la fois aux États-Unis et en Europe, qu'on peut appeler le mouvement de droit à la réparation. Alors on ne va peut-être pas passer trop de temps sur les exemples, mais un exemple qu'on prend dans le livre, et puis il y en a beaucoup d'autres, peut-être le plus frappant, c'est que pendant la crise du Covid, dans beaucoup de pays du monde, les hôpitaux ont découvert que leurs respirateurs fonctionnant à plein régime de manière dramatique que vous connaissez tous, ils ont voulu essayer de les réparer, de les entretenir dans une situation de confinement avec l'impossibilité de circuler les techniciens, et ils se sont retrouvés avec des menaces de la part des fabricants qui avaient les contrats de maintenance qui leur disaient « vous n'avez pas le droit de toucher à ces respirateurs ». Ça résonne avec les fermiers américains qui travaillent avec des tracteurs John Deere, qui ont été obligés d'aller faire appel à des hackers
pour craquer le logiciel John Deere de leur tracteur, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'ils ne pouvaient plus rien faire sur leur tracteur. Le logiciel était protégé pour les empêcher de réparer et de faire une intervention sur leur tracteur. Ils devaient aller chez John Deere, ce qui fait qu'ils, grosso modo, ils pouvaient perdre une saison entière de récolte. Et évidemment, les fervents défenseurs des droits à la réparation sont les gens qui ont créé iFixit, notamment Kyle Wins, qui s'est battu contre Apple jusqu'à ce que une des versions de l'iPhone 14 qui soit sortie soit vraiment élue comme la version la plus réparable de l'histoire des iPhones et même des smartphones, ce qui est une petite bataille, certes, mais qui est une bataille intéressante. Donc, le point intéressant, c'est d'essayer de contraster aussi cet enjeu de distribution du travail. L'exemple qu'on prenait juste avant, là, ce sont des gens qui font en gros le sale boulot, hein, pour dire des termes de sociologie du travail un peu traditionnels, auxquels on ne fait pas attention. Et ce qui est intéressant quand on voit d'un autre côté les personnes qui sont des gens qui défendent le droit à réparer et à s'occuper des choses, et donc à en prendre soin, à leur manière, à elles et à eux, c'est de se rendre compte qu'en fait, c'est pas simplement forcément un sale boulot, c'est aussi un enjeu bien particulier, par exemple de concurrence, pour que les petits réparateurs puissent aussi vivre et faire exister ces objets-là, d'émancipation et d'autonomie, dans un geste qui est proche finalement d'une réappropriation du rapport aux objets, une question de propriété aussi. C'est une critique de ce qu'on appelle l'économie de l'accès, c'est-à-dire j'ai acheté cette chose, j'en fais ce que je veux. C'est pas simplement j'y ai accès pendant une année et puis après je le ramène chez Apple pour que je lui rachète un tout nouveau et c'est Apple qui s'occupe du reste. Et puis récemment, c'est devenu aussi un enjeu environnemental fort, qui n'était pas forcément l'argument principal des défenseurs du droit à la réparation, mais c'est devenu un argument très fort qui consiste à dire plus on répare, moins on produit, et qui notamment nourrit la critique du mythe de la recyclabilité permanente et de l'économie circulaire. Et en fait, notamment en Europe, l'économie circulaire se transforme avec l'exigence et l'obligation de réparabilité pour de nombreux produits qui devient maintenant une obligation dans la loi. C'est en train d'arriver aux États-Unis, pas tout à fait pour les mêmes raisons. On est plus sur l'autonomie du consommateur et sa liberté aux États-Unis, comme il se doit. Mais c'est en train de se transformer et de bouger. Donc la question de qui prend soin, who cares en anglais, elle est double. À qui on confie ce boulot qui peut être un sale boulot, mais aussi qui réclame la possibilité de le faire, comme vecteur notamment d'émancipation et de transformation environnementale. Alors, l'autre point essentiel de l'entrée par le care et par le soin, c'est la question de l'attention, en un seul mot. Et ce que montrent les études de la maintenance, c'est que le soin des choses repose sur une forme particulière d'attention. En fait, c'est une manière de se rendre sensible aux transformations matérielles incessantes. Et donc qui va, on va dire, à l'encontre de cette vision de la matière inerte ou de ces objets de consommation qui sont, encore une fois, des produits finis qui ne bougent plus. Et en fait, ça se joue, quand on accompagne les mainteneurs, ça se joue dans une forme de proximité de eux avec ces objets dont ils s'occupent quotidiennement, qui est plus ou moins équipé. Et donc le corps, dans cette attention que développent les mainteneuses et les mainteneurs, est essentiel, mais pas seulement, il est également équipé. Alors, si on prend l'exemple de cette photo, on est dans un réservoir d'eau dont quelqu'un est en train de faire la visite. Donc c'est une enquête à laquelle Jérôme a participé avec un autre collègue, mais c'est quand même moi qui vais en parler un petit peu. Il me corrigera si je dis n'importe quoi. L'autre collègue étant Daniel Florentin, qui est géographe et qui travaille aussi sur la maintenance des infrastructures. Voilà, la maintenance des réseaux d'eau, et donc qui fait la visite, qui fait le tour de cette installation, qui est un réservoir d'eau, et qui donc descend à un moment dans le réservoir, et avec sa lampe, regarde un peu l'état des lieux, fait l'état des lieux de ce réservoir. Et à un moment, parce qu'il y a évidemment de l'humidité, c'est le principe, commence à passer sa main sur la paroi, attrape en gros la matière, la fait rouler dans ses doigts et au toucher énonce oralement que peut-être que, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave à ce stade, mais que le ciment a peut-être été composé d'une manière qui n'est pas suffisamment solide, vu qu'on est dans un milieu humide. Voilà. Et donc, juste ce genre de petite scène, quand on est ethnographe et qu'on suit ces personnes, nous montre à quel point, justement, le corps et la proximité et la connaissance intime de ces différents objets, infrastructures technologiques que ces personnes, dont ces personnes prennent soin, dont elles ont la charge,
est justement essentielle. Proximité, corps, mais également des formes d'équipement, je vais y venir juste après. Donc là, il se trouve que c'est un mainteneur ou une mainteneuse professionnelle, et c'est plutôt ce genre de catégorie de mainteneur ou de mainteneuse qu'on a étudié, nous, plus particulièrement avec ces agents qui s'occupent de la signalétique du métro ou ces effaceurs de graffiti. Mais cette proximité et cet équipement pour justement prêter attention à ces transformations, des fois infimes, de la matière qui compose des objets dont il faut prendre soin, se retrouve évidemment dans les situations ordinaires, nous-mêmes, par exemple, se rendre compte que tel vêtement commence à s'user et on pourrait peut-être éventuellement intervenir dessus, ou tout un tas de collectifs d'amateurs qui développent eux aussi des compétences à repérer ce genre de variations incessantes dans les objets qu'ils essayent de faire durer. Alors, deuxième dimension importante de cette forme attentionnelle spécifique à ces personnes qui prennent soin des choses et essayent de les faire durer, c'est d'être attentif aux surprises. Dans des milieux professionnels ou même dans des milieux plus amateurs, on a, on va dire, que ce soit sous forme de checklist, sous forme de grille, de formulaire, on a des points d'attention. En gros, on sait à l'avance, par expérience acquise dans le groupe professionnel ou dans le collectif d'amateurs, qu'il y a sur tel type d'objet des formes de variation qui sont attendues. Et donc, on est attentif à ça. Mais justement, ces points d'attention qui sont formalisés ne sont pas, on va dire, l'apanage de cette attention très particulière qui, en fait, est constamment, qui oscille constamment dans cet équilibre entre la routine, les points d'attention formalisés qui sont déjà bien identifiés à l'avance, qu'on vérifie, qu'on supervise, et cette attention qui est également très attentive à tout un tas de choses qui surgissent en situation alors qu'on est en pleine routine professionnelle et qu'on sait ce qu'on est en train de faire. Il y a une sorte d'attention flottante simultanée qui fait attention à ce qui surgit. Je ne sais pas si j'ai le temps sur le ploc-ploc. Oui, tu peux raconter le ploc-ploc. Allez. Je pense qu'on est bon. Donc on est toujours dans le réservoir. La visite est terminée. Il se trouve que donc, cet agent dont vous avez seulement la main là est dehors avec deux autres agents qui, eux, ont vidé le réservoir pour rendre possible la visite et l'inspection. Et un de ces deux agents est adossé à l'extérieur du réservoir. Et dans la discussion finale où donc cet agent-là, avec sa main, leur pose quelques questions pour compléter son diagnostic, donc il est en train de leur parler, puis un des deux était adossé au réservoir et fait un mouvement comme ça, et on entend un bruit. Et donc il s'interrompt immédiatement, il dit « Attends, refais pour voir ». Donc la personne ne comprend pas trop, elle se remet, hop, et on entend un ploc-ploc. Voilà. Et donc, l'agent s'approche, commence à toucher. Donc, il touche, il voit qu'effectivement la peinture est cloquée, qu'il peut appuyer dessus. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça. Toute cette situation, en fait, qui montre que, en gros, c'était fini. L'inspection était finie. Et là, il y a une attention forte à ce moment-là, en disant, bon, la peinture est décollée. Ça veut sûrement dire qu'il y a une infiltration quelque part. Mais là aussi, il le note. Pour le moment, ce n'est pas encore grave, mais ça fait partie du compte-rendu. Et encore une fois, ça ne faisait pas partie de la formalisation initiale dans le mouvement d'inspection de ce jour-là. Donc tout ça pour dire qu'en fait, notre démarche, en tant qu'enquêteur, en tant qu'ethnographe, en tant que sociologue, c'est d'apprendre des mainteneuses et des mainteneurs. Et donc en décrivant leur attention, que je viens un peu de déployer, ce qu'on essaye de faire dans le livre, c'est ce que Youkeles, donc l'artiste, appelle un transfert attentionnel, ou ce que Yves Citon, lui, appelle un embrayage méta-intentionnel. Et donc, c'est un exercice de branchement de notre propre attention en tant qu'enquêteur sur l'attention des mainteneuses et des mainteneurs. Et en fait, la chose principale que fait cette attention, c'est de prendre en considération la fragilité matérielle. Ce qui contraste en fait avec un certain nombre de travaux en sciences sociales qui parlent de la matérialité et cette situation qu'on a tous connue en tant qu'étudiant ou plus tard, où l'orateur vous dit « ça c'est solide, ça tient, la matière c'est ça, on peut compter dessus ». Ou avec le mode d'existence contemporain des objets de consommation qui sont, comme on l'a rappelé tout à l'heure, rutilants,
qui tiennent tout seuls dans leur conception, dans leur composition matérielle. En fait, à l'inverse, cette attention, c'est d'être attentif à cette fragilité de ces différents objets qui peuvent apparaître et qui sont aussi solides, stables, mais ils sont aussi toujours fragiles. Et ce qui est important, c'est de comprendre que cette fragilité n'est pas un écart à une norme attendue ou à un état inerte initial. Et c'est en ce sens que c'est du soin, là dans la grande tradition, on va dire, des théodiciaires, qui nous ont montré que la vulnérabilité n'était pas une défaillance, mais l'état, on va dire, de départ. Et ça, c'est justement le point très particulier de cette attention et de la qualité de cette fragilité, c'est qu'elle est le point de départ de l'analyse et du travail, on va dire, de description qu'on a à faire quand on suit et quand on apprend de ce que font les gens qui prennent soin des choses. Donc c'est en fait partir de la fragilité qui est une non-rupture, qui est une continuité, plutôt qu'un événement exceptionnel qui surgit comme justement un écart à une situation où tout irait bien, puis d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est aussi cette fragilité matérielle, ça permet de comprendre que la maintenance, ce n'est pas une remise en ordre. Contrairement à ce que véhicule la notion de réparation, même étymologiquement, réparer, il y a une sorte de retour, de remise en état donc, en fait, ce mouvement, on va dire, ce mouvement binaire entre, il y a une situation où ça se passe, il y a une rupture, et puis on revient à un état, et donc il y a un avant et un après, à la fois la rupture et la réparation. Ça se joue même dans la façon dont se conjuguent en fait les verbes. On peut effectivement considérer qu'après un problème, on a réparé quelque chose. Si en fait on le répare à nouveau le lendemain, c'est qu'on ne l'avait pas vraiment réparé, on l'avait mal fait. Alors que la maintenance, on peut en parler au passé, on peut dire que ça a été maintenu, mais ce n'est pas parce qu'on en parle au passé qu'en fait c'est fini, il faut recommencer. Demain, la semaine prochaine, dans un mois, selon le genre d'objet. Mais donc là, il y a une différence assez intéressante à travailler du point de vue des notions. Et en fait, partir de la fragilité, ça veut dire que la maintenance et le soin des choses sont de l'ordre en fait de l'accompagnement des choses dans leur propre devenir. Et dans la production sans cesse, répétée d'une continuité jamais gagnée d'avance. Donc c'est une façon de dire en fait que la maintenance, c'est pas de la reproduction à l'identique. C'est effectivement fait de quelque chose qui cultive la continuité et fait de gestes répétés sans cesse, mais du fait de cette fragilité des transformations matérielles, est constamment en train de prendre acte et accompagner les transformations, des fois infimes, des fois plus importantes, des choses dont on prend soin. Et c'est ce qu'on retrouve en fait dans l'expression, on va dire triviale, mais qui traverse tout le livre et qu'on essaye de travailler, qui est celle de faire durer, qui correspond très bien à la maintenance. Je vais faire une petite citation de Pierre Kay, un philosophe qui a sorti il y a quelques années, quand même, 2 ans, 2020. un livre qui s'appelle Durer, et qui à un moment nous dit « Construire la durée consiste à transformer l'instant en maintenant, de passer de l'instant, c'est-à-dire l'instant, étymologiquement ce qui ne tient pas, ce qui n'est pas stable, au maintenant, au manu tenere, à ce que l'on tient bien en main pour ne pas le laisser s'échapper. » Alors voilà 2 aspects donc de qu'est-ce qui se passe si on prend la maintenance comme un soin et si on la prend au sérieux. On voit un peuple de mainteneuses et de mainteneurs qui est immense et qui est une foule qui accompagne les objets, et on se rend sensible à leur propre sensibilité qui consiste à prendre en considération la fragilité matérielle du monde, des choses, de beaucoup d'autres choses, mais ce sera éventuellement à discuter dans la discussion, dans la conversation qu'on aura après. L'autre point sur lequel on voulait insister, c'est précisément cette idée de faire durer. Faire durer, c'est un terme très anodin auquel on tient précisément parce que c'est c'est un des moyens de faire la différence entre des formes d'analyse qui se focalisent sur l'acte de réparation. Donc il y a tout un tas de particularités qu'on entend beaucoup. Il y a énormément aujourd'hui d'appels à la réparation, mais qui a vraiment cette binarité dont parlait David, versus non pas réparer, remettre en ordre, rendre à nouveau prêt, mais maintenir
dans un argument, enfin dans une version qui consiste à dire maintenir, c'est faire durer. Un peu, beaucoup, c'est faire durer. Mais justement, faire durer, en fait, c'est une question qui est éminemment philosophique. Qu'est-ce que c'est que la durée? On ne va pas vous faire un cours, on ne va pas rediscuter Bergson, mais finalement, tous les mainteneurs sont bergsoniens. C'est un point très important à comprendre. On l'a dit un petit peu là en parlant du devenir des choses. Faire durer, c'est produire ce temps continuellement de la chose qui reste un peu là et qui ne disparaît pas. Et précisément, on a essayé de... Tiens, c'est intéressant. Voilà, j'ai tous mes commentaires qui avaient disparu. C'est pas très grave, on le connaît par cœur. Donc faire durer et poser la question du temps des choses, c'est une question philosophique. C'est un point très important. David disait tout à l'heure que nous, ce qui nous intéresse, c'est apprendre des mainteneurs. C'est très sérieux. On est post-garfinkelien, comme on dit aujourd'hui. On est de cette manière-là de faire de la sociologie qui consiste à dire que les gens savent très bien ce qu'ils font et qu'ils comprennent et qu'ils ont eux-mêmes des théories, entre guillemets, de ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, on peut vraiment essayer de comprendre ce que veut dire pour eux faire durer. Et par cette question-là, on découvre qu'ils se posent des questions qui sont vraiment de l'ordre philosophique, presque métaphysique. Eux-mêmes, à des échelles pour des personnes qui n'ont pas du tout, évidemment, les connaissances, les lectures, etc. Mais quand on écoute vraiment ce qu'ils nous racontent, et quand on comprend quel est leur problème, on comprend qu'ils se posent des questions philosophiques. Ça, c'est un point vraiment important. Puis deuxième chose, pour l'instant, on a dit la maintenance, comme s'il n'y avait qu'une seule manière de maintenir. En fait, le but du jeu de tout le livre, c'est au contraire de montrer qu'il y a une très grande diversité. L'exercice, c'est de prendre tout un tas d'objets très différents, de dire, alors si maintenir, c'est faire durer, regardez, à la fois, c'est la même chose, tout ça, c'est le même problème, et en même temps, c'est pas tout à fait le même. Et on a essayé justement de creuser, une des manières de creuser cette diversité, on va dire, c'est de se dire, mais comment est-ce que les gens font du temps un problème ? Pourquoi c'est un problème pour eux? Et est-ce que c'est pas un peu un des points d'entrée pour comprendre les diversités de la maintenance? Alors, il y a plusieurs manières de raconter ça, mais on peut le raconter en disant que si on prend différents objets, si différentes questions, il y a une espèce de spectre ou d'éventail de problèmes. On peut prendre le plus évident, qui vient plutôt de la conservation artistique et des œuvres d'art, où le problème des mainteneurs, des conservateurs, c'est d'essayer de ralentir un processus matériel temporel. On ralentit. Alors, on ralentit, c'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, les œuvres vont disparaître. Il y a un dessin très connu de Léonard de Vinci qui a fini par s'effacer et qui, à un certain point, n'est plus devenu qu'une feuille de papier, sans qu'il ne se passe rien d'autre que les transformations matérielles qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, on sait qu'il y a une espèce de disparition à un horizon très lointain, mais qui est inévitable. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de ralentir, avec des gestes très minimaux, cette disparition. Donc un premier type de problème, on pourrait dire, dans le spectre, c'est on fait ralentir. Puis on a de l'autre côté du spectre quelque chose de très 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 différent qui est au contraire on fait durer pour tout le temps. Alors on a des cas extraordinaires grâce à nos collègues. Alors on fait, c'est une manière de vendre le livre, on fait une comparaison entre le corps de Lénine et les panneaux du métro. Tout simplement parce que les deux objets, choses, ont été à un moment donné conservés et pensés comme pouvant potentiellement devenir des choses qui ont une forme de permanence, qui durent pour toujours jusqu'à ce qu'éventuellement on transforme complètement la chose. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais l'élément important de ça, c'est la constitution d'un rapport au temps qui est complètement différent, et donc d'un rapport aux objets, j'y reviens juste après, qui est aussi complètement différent, parce que ça veut dire qu'on ne fait pas du tout la même chose quand on fait durer quelque chose, quelle que soit cette chose-là, de manière permanente. Pour faire durer la signalétique du métro parisien de manière permanente, il faut régulièrement changer les panneaux. Pour faire durer Lénine régulièrement, de manière permanente, il faut régulièrement lui changer tout un tas de trucs dans son corps, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, vraiment comme une machinerie. Pour que ce qu'on considère, pour certains qui sont plutôt haut placés au Kremlin comme le corps de Lénine, soit considéré comme le même corps de Lénine. Donc le problème n'est absolument pas le même. Après, on a quelque chose qui est plutôt de l'ordre, un peu un entre-deux, qui est ce qu'on fait nous tous les jours, c'est-à-dire on fait durer un petit peu plus. Voilà.
Ce serait bien que le truc, si on pouvait encore un petit peu l'utiliser quand même. Donc quand on rapièce des vêtements, par exemple, quand on essaye avec un téléphone de changer son écran, tout un tas de choses qu'on essaye de mettre en place pour faire durer un peu plus. Quand on a eu un accident avec sa voiture et qu'on change la portière, par exemple, ou quand on a une très belle Mustang classique et qu'on essaye de la faire durer un peu plus parce qu'on aime bien la conduire, même si elle est de plus en plus fragile, etc., etc. Donc on fait durer un peu plus. Alors ça, c'est aussi intéressant parce que c'est finalement une philosophie qui n'est pas très très compliquée, qui est quand même très débattue parce que c'est bien celle-là que les militants du droit à la réparation revendiquent. C'est l'idée de faire durer un petit peu plus que ce qu'a prévu le concepteur, l'objet, sans que ce soit un horizon moral, on va dire, extrêmement sophistiqué. On n'est pas dans de la permanence, on n'est pas... Puis on a identifié dans les différents cas qu'on connaît chez nos collègues une autre forme aussi très particulière qui est complètement inversée à l'idée qu'on a de faire durer, c'est ces objets ou ces choses qui durent beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Donc l'exemple le plus évident, c'est les déchets nucléaires. Et il y a des travaux très intéressants qui montrent à quel point en fait, il faut prendre soin des déchets nucléaires pour qu'ils ne nous embêtent pas trop. Puis il y a un autre travail extraordinaire d'une collègue qui s'appelle Marisa Cohn qui montre qu'à la NASA, on s'est retrouvé avec une sonde spatiale qui a duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. Et donc, il y a toute une équipe qui s'est installée avec un langage informatique du début du XXe siècle, quasiment, enfin j'exagère, mais qui se sont attachés à cette sonde, qui ont continué à communiquer avec elle, qui en ont pris soin, à distance, évidemment, qui se sont complètement détachés de tous les processus d'innovation à la NASA, où ils ont réorganisé leur système informatique, réorganisé toute leur manière de travailler, qui ont continué de travailler avec cette sonde qui était là alors qu'on n'avait pas prévu qu'elle soit là, qui ont récupéré un peu d'argent, etc. Où ça, c'est un régime, ni du ralentissement, ni de la permanence, ni de la prolongation, parce qu'on sait qu'elle va finir par disparaître, mais ce qu'on appelait l'obstination, qui est un point très important, parce que de même que le mur fait ploc-ploc à un moment donné, parce que c'est lui qui dit, d'une certaine manière, qui s'exprime et qui se manifeste pour qu'on prête attention à lui en situation de maintenance quand on surveille les réseaux d'eau. Là, c'est la sonde elle-même qui envoie tout un tas de signes qu'on n'est pas obligé de prendre en considération, évidemment, mais malgré tout, qui elle-même dure et qui s'obstine à durer et dont il faut s'occuper. Alors, évidemment, il y a d'autres configurations possibles. L'idée, c'est pas du tout de dire qu'on a fait la liste complète avec ça. C'est absolument faux. Il y a plein d'autres situations très intéressantes sur lesquelles on pourrait s'arrêter et qui ont déjà été plus ou moins travaillées dans ces arguments-là. Par contre, le point vraiment important, c'est à la fois qu'il y a une diversité, que c'est pas la même chose, et que c'est un problème. C'est vraiment un problème et qu'il y a des sortes de répercussions qui sont assez gigantesques. Parce qu'en fait, pour le dire simplement, à chaque fois qu'on fait durer une chose, vous avez bien vu que les exemples que je prenais n'étaient quand même pas les mêmes, on est obligé de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? On est obligé de se dire, qu'est-ce qui compte dans la chose pour qu'elle reste la même ? Qu'est-ce qui compte dans Lénine pour qu'il reste le même ? Et personne ne le sait avant qu'on se décide à faire durer Lénine. Et puis on n'est pas d'accord, il y a des controverses, il y a des discussions. Est-ce que si on enlève les parties grasses, c'est toujours Lénine ? Est-ce que si on touche à la peau, c'est... Non, la peau pas touche. Et alors, on vous invite à lire le travail d'Alexei Yurchak, qui va, on espère, sortir son livre bientôt, mais qui a un très beau papier de Bodies of Lenin, qui raconte, par exemple, que en fait, la souplesse des articulations est devenue un critère super important. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné... on ne va pas donner on ne va pas expliquer... Non, on va pas. Bon, allez lire le papier d'Yurchak pour comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'ils font avec les articulations de Lénine, à qui. Mais... pourquoi est-ce qu'une œuvre d'art, on a un problème de ralentissement ? Parce qu'en fait, on est attaché à quelque chose de particulier dans cette œuvre d'art. Donc en gros, à chaque fois, pour dire un gros mot, il y a une question ontologique. Quelle est la définition de l'être de la chose qu'on participe à faire durer ? Il faudra que vous y pensiez à chaque fois que vous faites changer votre écran d'iPhone, que vous faites de l'ontologie quand vous faites ça. Et dans les 4 cas qu'on a, en fait, on peut essayer de comprendre quelle est l'ontologie. Évidemment, l'ontologie de l'œuvre d'art, c'est l'authenticité. Une authenticité très particulière qui est cette idée que la chose doit rester la plus intègre possible dans tout un tas de paramètres, quasiment tous. Et donc, on faut très peu intervenir. Et une originalité, c'est-à-dire une inertie, il y a un moment, et tout ce qui se passe après peut être une forme de dégradation, et donc il faut essayer de ralentir justement cette transformation. Et donc c'est super compliqué à faire, c'est très délicat, c'est très inquiétant. Il y a une véritable inquiétude. Et le soin veut dire se soucier d'eux, initialement. Du côté de la prolongation, si je mélange un peu les cas, on peut être très décontracté. C'est bien ça qui embête Apple quand on met un autre écran. Vous pouvez mettre une portière rouge sur votre voiture si vous voulez que votre voiture roule, parce que c'est pas très grave. Vous, la définition que vous avez, c'est une voiture, ça roule.
Ce qui n'est pas le cas des gens qui s'attachent à l'authenticité de leur voiture. Une voiture, ça roule, mais c'est un peu autre chose, etc. Donc, là, c'est beaucoup plus décontracté, c'est beaucoup plus... voilà, la chose elle-même, elle se transforme de plein de manières si on la regarde avec une autre manière de poser le temps comme problème, mais finalement, on fait ce qu'on veut. Du côté de la permanence, ce qui est très intéressant, c'est que c'est assez contre-intuitif, la permanence, notamment le corps de Lénine, par exemple. Quelque chose qui doit durer pour toujours, en fait, il faut le changer sans arrêt. Il y a plein d'éléments de la chose qu'il faut changer sans arrêt. Donc il y a une espèce de définition ontologique, modulaire de l'ontologie de la chose. C'est-à-dire qu'il y a des petits bouts qu'on peut changer, on est d'accord, la chose va rester la même. Mais on est obligé. Parce que si on a une définition de l'authenticité, de l'intégrité, on ne peut rien changer, on ne peut pas la faire durer pour toujours. C'est impossible, puisqu'on vit dans un monde qui se transforme matériellement tout le temps. Alors donc, ah oui, et l'obstination est aussi intéressante, parce que ça ressemble beaucoup aux soins, notamment des personnes âgées. C'est que la question de l'obstination, et d'ailleurs Marisa Cohn, elle parle d'un soin gériatrique de cette sonde spatiale, elle fait comme si elle faisait déborder la chose de tout son environnement. Il faut faire tenir absolument toutes les choses de son environnement, il y a tout un tas d'interdépendances pour que la chose fonctionne. On ne rentre pas dans les détails, mais c'est en gros les éléments principaux de cette exploration de comment est-ce que les personnes qui maintiennent les choses font du temps un problème, ou posent le problème du temps. Et donc comment ils sont philosophes, d'une certaine manière. Alors, c'est important parce que c'est des temps qui ne correspondent pas tellement, quand même, au temps qu'on a l'habitude de nous raconter. C'est pas le temps de la linéaire, de la flèche du progrès. Il n'y a pas toujours quelque chose qui est en train, par exemple, de s'accélérer de manière linéaire parce que les choses vont de plus en plus vite. C'est pas non plus le temps de la catastrophe à venir, du tout, qui est toujours un peu plus loin, mais elle nous arrive dessus, il faut faire quelque chose. C'est pas non plus, ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'économie circulaire, le temps circulaire de la recyclabilité possible, potentielle et permanente. C'est un temps qui toujours avance un peu, c'est pour ça qu'ils sont tous bergsoniens, c'est quand même le temps de la durée, c'est quand même le temps vraiment dont on fait l'expérience matériellement, corporellement et de manière irréductible, mais qui est posé comme de manière différente et finalement qui a une portée critique, qui a une portée politique très forte. Parce que c'est aussi une résistance à tous ces temps-là. C'est une résistance au temps de la catastrophe et de la collapsologie. En disant c'est maintenant, parce que le temps c'est maintenant qu'il faut s'en occuper, cette question du temps. C'est une résistance au temps de l'accélération, de l'innovation, de la disruption permanente. Et c'est aussi une forme de résistance au temps du recyclage tel qu'il est présenté dans les rêves ou les mythes de l'économie circulaire. Donc pour reprendre quelqu'un qui a fait un très beau livre sur le temps récemment, qui s'appelle Bernadette Binceau de Vincent, là maintenant c'est des endroits où on fabrique des temps-paysages. Alors on ne va pas rentrer dans la notion un peu complexe de temps-paysage, mais qui est cette idée-là de temps qui se construisent toujours de manière très située, très, très précise, très locale, et qui inventent des temporalités, des temps, pas des temporalités, qui inventent des temps qui ne sont pas ceux qu'on nous impose, qui sont des temps, comme elle dit, qui nous mobilisent tous vers l'innovation, tous vers la catastrophe à venir, qui sont des temps qui empêchent de faire aujourd'hui, dans le présent, qui était la citation de Pierre Caille, quelque chose de l'ordre du soin des choses. Alors, pour conclure cette présentation et faire une sorte à la fois de recueil, mais aussi de le dire un peu autrement et de mettre en perspective, on voudrait terminer sur une triple portée politique de ce travail et sur, on va dire, cette exploration du soin des choses. Première portée politique, on l'a déjà largement dit, mais on revient, on insiste, c'est faire compter les mainteneuses et les mainteneurs. Les faire compter à la fois par un déplacement en fait attentionné qui incite non seulement à voir la fragilité des choses, hein, donc on a insisté dessus, donc ces choses qui nous entourent, et à reconnaître l'importance des gens qui en prennent soin. Mais aussi en miroir, à nous questionner sur ce qu'on considère comme les conditions de vie normales. Qu'est-ce qui fait que nous, notamment dans les pays riches, on peut vivre avec cette insouciance pour le fait de circuler dans des situations où les objets, les technologies, les infrastructures fonctionnent, et fonctionnent bien. Et donc, c'est vraiment faire compter les mainteneuses et les mainteneurs, c'est se rendre compte qu'en miroir, si nous, on circule en tant qu'usagers sans avoir à se poser ces questions parce que tout marche bien,
c'est parce qu'il y a d'autres gens qui, en fait, en parallèle, en simultané, souvent cachés dans le monde contemporain, eux s'en occupent constamment pour nous. Deuxième portée politique, c'est de reconnaître la portée critique de la maintenance elle-même, qui est une activité qui peut être quasi dissidente dans un monde entièrement focalisé sur l'innovation. Donc cette innovation de rupture permanente, il faut toujours tout changer au nom d'une innovation, ou de la croissance permanente, ou encore du consumérisme ou de la surconsommation. Je ne développe pas plus là-dessus, je pense que c'est assez clair, ce qu'on a dit sur la maintenance, qui est justement un site critique pour concevoir autrement à la fois ces objets, ces infrastructures, ces technologies, et éventuellement voir comment se dessine un autre, non pas un autre monde possible, mais par contre comment on peut penser, grâce à ce que nous apprennent ces mainteneuses et ces mainteneurs, découvrir et surtout redécouvrir qu'on peut en fait faire durer les choses beaucoup plus longtemps que ce geste un peu réflexe de dire « ça ne marche pas, j'en achète un autre », qui est en fait très récent dans l'histoire de l'humanité. Et puis troisième portée politique, qui là se déploie plus sur un plan anthropologique, c'est aussi une politique au sens de la diplomatie matérielle. Donc tout ce qu'on a raconté sur ces choses qui se transforment, cette attention à ces transformations matérielles parfois infimes, et ça c'était, on va dire, dans l'attention et dans les travaux de supervision, mais les mainteneurs, ils ne font pas que regarder, ils touchent et ils interviennent. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est toute la question de dire jusqu'à quel point, et donc ce tact en fait, c'est-à-dire jusqu'où les humains s'autorisent à intervenir. Donc sur des œuvres d'art, on pourrait se dire il ne faut pas trop intervenir au long de l'authenticité. Donc il y a tout un tas de choses que Jérôme a développées. Mais la question du tact, elle n'est pas seulement dans cette intervention, on va dire... enfin, elle se joue dans l'intervention face aux objets, mais elle est toujours embarquée dans d'autres questions. Et donc, par exemple, l'empreinte écologique des musées, donc de conserver des œuvres d'art dans des réserves, parce que le musée, c'est en grande partie des réserves qui ont une empreinte écologique énorme, c'est une question qui va avec le fait de maintenir ou pas des œuvres. Et donc le tact, c'est toujours la question de jusqu'où les humains s'autorisent à intervenir. Dans les débats sur la conservation patrimoniale, je ne sais pas s'ils développent pas trop, mais il y a des grands débats justement qui se croisent avec conservation patrimoniale d'un côté, où il y a des grands débats qui sont connus entre Eugène Viollet-le-Duc, qui lui considérait qu'on était dans une position toute puissante, où on pouvait restaurer un bâtiment même tel qu'il n'avait pas été construit, parce qu'en fait on sait, et donc l'humain intervient à 100%, alors qu'il y a des débats avec Ruskin et Maurice, qui eux disent non, il ne faut pas trop intervenir, il faut laisser la chose avoir sa propre vie. Et donc on a des débats également sur la présence, sur la conservation environnementale, qui recroisent avec toute cette notion, je ne développe pas, mais d'intervention minimale, où justement on intervient mais pas trop. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important dans la façon dont on doit régler la question des humains face à ces choses qu'on fait durer. Je développe pas. Non, parce que c'est bon. Ça va aller ? C'est bien. C'est bon. Bon, parfait. Ben voilà. C'est ça. C'est terminé. Silence total. Ah oui, on s'est dit qu'on allait raccourcir un peu exprès pour avoir des questions. Oui, c'est ça. C'est ça. D'abord les gens. Ouais, c'est obligatoire. Qui va se dévouer. C'est pareil. Ouais. Deux points supplémentaires. Un des enjeux techniques que vous avez énoncé, c'est de replacer justement ces mainteneurs et mainteneuses même dans la sociologie. Vous avez dit qu'on a
réintégrer les objets, mais aussi de réintégrer les personnes. Je me demande, est-ce que vous intégrez aussi du coup les dynamiques relationnelles que la maintenance implique en fait. Ça peut être les dynamiques de coopération, si un objet qui n'a pas besoin d'être maintenu. Comment est-ce que du coup ça va aussi influencer ou créer du mouvement dans les rapports sociaux qui encadrent en fait ces objets qui sont maintenus. Est-ce que tu peux un petit peu... C'est ça. Il faut refaire exactement la même question pour que ce soit... pour la couper au montage. Non. Là, on m'entend? Oui, Ouais, on m'entend. parfait. Micro-test, 1, 2. Donc ma question était, en remplaçant justement ces individus autour de ces objets maintenus, est-ce que ça crée ou est-ce que les dynamiques interpersonnelles rentrent en jeu dans vos considérations des objets maintenus? Ça peut être des enjeux de coopération, ou de conflit, ou de modification même des statuts, des rapports, la transmission aussi. Comment est-ce que tout ça est... La transmission, ça n'était pas dans la première question. On a plus le temps. Ah ouais, bon, alors on rajoute, pardon. Non, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, c'est pour ça que la question du soin, elle est centrale, parce que c'est toujours une dynamique relationnelle, à la fois entre les choses et les personnes, mais entre les personnes qui participent de ça. Un des points centraux de ça, c'est la distribution du travail, c'est-à-dire qui fait quoi, qui peut se permettre... La question, une autre manière de poser la question, c'est qui, du miroir sur l'insouciance, qui peut se permettre de ne pas prendre soin des choses? C'est ce que Tronto disait sur le soin. C'est-à-dire le soin, il faut se poser la question de qui prend soin, comment on prend soin, mais la question centrale, c'est comment ça se fait qu'il y a des gens qui peuvent se permettre de... Pourquoi? Parce qu'ils embauchent des gens qui prennent soin d'eux, par exemple, ou qui prennent soin des autres. Toujours. Et ça, c'est vraiment absolument crucial, et c'est l'idée du double repeuplement, elle est précisément là. C'est-à-dire que c'est pas un repeuplement à égalité, c'est un repeuplement à qui fait bosser qui, pour le dire très simplement. C'est souvent plus compliqué que ça, mais aussi, du coup, qui veut éventuellement contrôler comment qui travaille. L'action du droit à la réparation, c'est l'interdiction aussi d'avoir accès à ces choses-là. Donc c'est des débats qui sont parfois très politiques, qui sont... alors, on n'est pas très calé dans ces vocabulaires-là de la sociologie, mais on peut poser des questions aussi en termes très clairs de valorisation, par exemple. C'est-à-dire combien ils sont payés, ces gens-là? Comment, dans les bilans comptables, on considère la maintenance dans une entreprise? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre de l'argent en France sur les rails depuis une éternité, même après un accident? Parce que c'est ce qu'on appelle des dépenses de fonctionnement, c'est des RH. Et ça, dans la doxa, dans une certaine doxa, pas partout, on ne met pas de l'argent là. Donc ça, c'est un des éléments de réponse, par exemple, au sens de valorisation, mais concret, pas symbolique, hein, un truc vraiment très concret. Après, il y a tout un tas de dynamiques très intéressantes. Il y a ce travail que Chris Heimke a fait il y a longtemps, dans les années 2000, sur justement les gens qui réparent dans les facs et tout ça, et qui explique à quel point, quand on répare un objet, on est toujours aussi en train de réparer son utilisateur. C'est-à-dire qu'on fait une espèce d'entretien pour dire c'est pas comme ça que ça s'utilise. Mais c'est une négociation. C'est ce qu'on disait. C'est-à-dire, toi, tu considères que c'est normal de l'utiliser comme ça. Moi, je te dis que comme je suis obligé de m'en occuper, et je suis aussi le porte-parole du machin parce qu'il s'use, etc., et que je t'explique que c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Donc, il y a une espèce de négociation. On peut prendre plein d'exemples. Des conflits, par exemple, dans le monde de la conservation artistique, c'est sans arrêt. Bon, prenons une œuvre d'un auteur contemporain, d'un artiste contemporain, qui travaille avec des écrans, qui travaille avec des écrans dans les années 80. Est-ce qu'on peut changer l'écran et mettre un écran comme ça, là? Ah, moi, je suis spécialiste de ça, oui, mais moi, je suis machin, moi, je suis technicien, etc. Débat pendant très longtemps, et construction d'un accord ou pas sur la manière de faire durer. Bon, c'est des exemples, mais il y en a effectivement plein. Mais c'est un point absolument fondamental. C'est-à-dire que c'est très rarement quand même des situations qui seraient à 100% routinières et qui laisseraient à peu près tout en place. C'est toujours des ajustements. Et il y a des moments beaucoup plus frictionnels que ça, qui sont avec vraiment des enjeux politiques très forts, qui rejouent la question de la place, effectivement, à la fois des personnes qui maintiennent, mais aussi celles qui bénéficient éventuellement du maintien d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est ça le mot. Voilà. En fait, en vous écoutant, je me demandais, est-ce que... Pas si ça... Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas dire, pour revenir aux vieilles théories, dans les large technical systems, qui vraiment ont regardé l'émergence des infrastructures techniques, un des enjeux était justement beaucoup de mettre en évidence pour l'émergence du chemin de fer ou toutes les formes sociales et professionnelles
qui n'était pas visible, mais qui accompagnait en fait l'établissement de l'infrastructure comme infrastructure de réseau, en fait. Et donc, du coup, j'entends le point sur ces infrastructures sont délaissées et finalement la maintenance des réseaux peut faire l'objet d'économies et d'un moindre investissement. Mais dans les objets, les régimes d'objets que vous avez en fait mobilisés, vous avez affaire à des infrastructures, à des networks, vous avez affaire à des équipements, vous avez affaire à des pièces uniques comme les œuvres d'art. Est-ce que ça compte finalement dans la façon dont vous allez attaquer l'ontologie de vos objets? Ou est-ce que finalement ça ne compte pas? Enfin, c'est juste... Si, mais ça compte énormément parce qu'en fait, c'est pas le même problème pour les gens. C'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes. Mais c'est pas nous qui décidons, par contre, du tout. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas du tout une blague. On a mis les panneaux du métro en même temps que Lénine, parce que et on a essayé de montrer, avec aussi les temples shinto au Japon, comment il existe une forme de manière de poser la permanence au nom de transformation qui nous de l'extérieur dire bah non, mais ça c'est pas, du coup c'est pas le même objet quoi. Mais c'est pas à nous de décider. Mais par contre, dans ta question, il y a aussi il y a un point vraiment important, c'est que les choses elles-mêmes portent des contraintes ou des exigences de maintenance, mais dans une espèce de... Voilà. Donc, une infrastructure en réseau porte pas les mêmes... À partir du moment où c'est ça qu'on veut maintenir, porte pas les mêmes exigences qu'une œuvre unique, par exemple. Parce qu'elle est pas... elle tire pas le même type d'interdépendance, elle est pas... En tout cas, elle peut ne pas tirer le même type d'interdépendance. Après, une œuvre d'art, il y a toujours une infrastructure aussi autour. Hein, donc, c'est toujours là... Mais c'est une double question. Il y a deux choses qui nous intéressent. C'est comment est-ce que pour les mainteneurs, effectivement, ça construit des problèmes et ça, éventuellement, de manière plus ou moins discutée, ça produit des définitions de ces choses-là qui comptent. C'est ça qui compte. Aujourd'hui, sur les routes sur lesquelles on travaille, par exemple, la définition de ce qui compte dans la route qui est à maintenir est en train de se transformer. C'est en train de bouger. C'est plus, mais comme il y a des trucs en dessous, peut-être qu'en fait, il faudrait que ce soit un petit peu moins solide pour qu'on l'ouvre plus souvent, par exemple, ce genre de choses-là, qui n'était pas le cas avant. Dans l'histoire des routes, c'est très très intéressant pour ça. Donc c'est la route. Nous, on pourrait dire c'est toujours une infrastructure en réseau, mais au nom de sa maintenance, ça n'était pas tout à fait la même chose qui compte dans la route pour que ce soit une route, pour le dire simplement. Donc c'est une première réponse, c'est ça. L'autre réponse, c'est quand même les choses... Elles appellent, au sens très pragmatiste du terme, à être maintenues et elles contraignent des formes de maintenance dans leur matérialité propre, dans la manière de se comporter. Ce que Jones et Yarrow racontent super bien sur la conservation patrimoniale, par exemple, où il y a des tonnes de doctrines, des principes, des trucs comme ça. Et puis quand on est le maçon, c'est 99% des hommes qui travaillent là, eux, ils ont la manière dont ce bâtiment réagit. Vraiment, agit face à eux. Et donc, ils se débrouillent pour faire tous ces principes, etc., mais face à cette chose-là qui fait ça. Et qui a donc des formes de résistance, d'action très spécifiques. Donc, ça compte doublement, pour répondre. Peut-être pour compléter, et en lien avec la première question, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, en fait, comment il y a des configurations donc, d'acteurs qui peuvent être amenés à changer face au même objet, en fait. Ça, c'est intéressant. Alors, chez Fernando Dominguez-Rubio, sur les œuvres d'art, il y a des choses intéressantes où il montre qu'en gros, entre restaurateurs, curateurs, et puis finalement des techniciens qui débarquent à cause d'œuvres d'art, qui ont des écrans, qui ont des trucs comme ça. Donc, en gros, des nouveaux acteurs qui s'invitent dans les configurations. Mais typiquement, on n'a pas encore écrit là-dessus, mais sur l'effacement des graffitis, où on est face à un système parisien qui a pensé d'une certaine façon l'effacement des graffitis, on pourrait tomber dans une sorte d'évidence, parce que effacer les graffitis, ça appelle cette organisation-là, cette conception-là. Faire un décalage sur Berlin, par exemple, se rendre compte que sur les mêmes genres de graffitis, s'organiser autrement. Mais à Paris, depuis 2 ans, ils ont revu complètement leur façon, parce que tout un tas de gens partent à la retraite, parce qu'il y a une pression politique différente, parce que voilà, pour tout un tas d'éléments, il y a une reconfiguration sensible du système en fait, de l'organisation, de l'écologie de la maintenance pour garder des murs propres, qui est très importante pour se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on efface des graffitis comme ça à Paris pendant 20 ans que c'est la seule manière de faire et que la façon dont la chose appelle à être maintenue, il n'y aurait qu'une manière unique. Donc c'est intéressant aussi en diachronie et par des transformations de voir que, on va dire, la chose et les acteurs qui s'en occupent se mettent à s'autodéterminer autrement, à se penser autrement.
Merci beaucoup. C'est allumé? Ouais. J'ai beaucoup aimé cette analyse par le temps et les différentes temporalités que vous décrivez. Mais je me suis quand même posé la question, il y a parfois des formes de maintenance qui sont invisibilisées, certes, comme vous le décrivez avec la femme de ménage, et il y a cette nécessité politique de comprendre ces processus, mais il y a des formes de maintenance qui sont valorisées. Je pense au travail de Mikko Jallas à Helsinki sur les bateaux à voile en bois et comment les propriétaires de ces bateaux ou de Mustang rouge ou autres objets prennent le temps. Est-ce que vous arrivez à décrire pourquoi certaines formes de maintenance sont valorisées ou pas? Est-ce que prendre le temps devient une forme de loisir qui est une forme de consommation ostentatoire, si on reprend Veblen, de dépenser le temps, ça peut aussi être valorisé? Très vaste question. Par contre, c'est très important, c'est effectivement de voir que une partie de cette histoire de l'invisibilité de la maintenance n'a rien d'évident et que ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est crucial. Notamment parce qu'il y a aussi des formes de maintenance qui sont très spectaculaires, qui spectacularisent l'État, par exemple, en train de maintenir. Il y a un très beau de papier sur un canal en Égypte de Jessica Barnes qui montre qu'au contraire, la maintenance de ce canal-là est extrêmement visible, parce qu'elle est aussi très politique, il faut débrancher ceux qui s'y sont branchés, etc. Donc c'est un autre cas, mais c'est pour dire que, non, évidemment, c'est parfois très valorisé, comme tout un tas d'experts, ou tout un tas de rapports alors on pourrait citer aussi Crawford, qui revendique la nécessité de s'occuper du moteur de sa voiture, aussi dans un même geste. Alors, on ne sait pas pourquoi, c'est effectivement pas tellement... on n'est absolument pas capable de répondre à ça. Par contre, ça dit quelque chose, justement, de la place de ces objets-là, de leur valeur, et de la reconnaissance du fait que leur qualité ne tient pas qu'à des moments de conception, par exemple, qui sont faits une fois pour toutes. Donc c'est une forme de traitement et de faire du temps un problème un peu différent qui est lié il y a une forme d'authenticité, par exemple, de cette chose-là. À la fois une authenticité du rapport à la matière, etc., qui est très fantasmée, effectivement, et une authenticité de cette chose dont il faut essayer une maintenance qui passe par de la restauration. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les formes de soins, on va dire, celles qui sont reconnues comme celles qui ne sont pas reconnues, sont dans des formes d'évaluation différentes. Et que nous, ce qui nous intéresse, c'est précisément ces différences-là. Et c'est vrai que ça vaudrait le coup d'aller regarder tout un tas de situations dans lesquelles, au contraire, c'est mis en avant, et éventuellement même de manière ostentatoire, pour comprendre qu'est-ce qui se joue. Qu'est-ce qui se joue précisément? Quel est le problème? Quel est le problème matériel? Quel est Qu'est-ce qui, justement, parce que c'est le cas des temples shinto là, qu'on évoquait, c'est tout à fait ça aussi. C'est-à-dire que c'est très, très valorisé. C'est les plus grands artisans du Japon qui y vont. C'est tous les 20 ans. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on casse tout. C'est genré aussi, évidemment. Et c'est genré, des fois, dans les deux sens du terme. Où certaines caractéristiques féminines sont réputées comme étant celles qui font ce type de soins-là, et certaines caractéristiques masculines. C'est très, très genré chez Crawford, qui aime bien être torse nu tout seul face à son moteur, et qui dit que c'est ça la vraie vie de l'être humain, mais c'est souvent un homme. Bon, il se trouve, c'est un hasard. Mais c'est des... Enfin, cette question-là, c'est vrai que c'est la critique sur l'invisibilité, elle porte dans des configurations très particulières, très génériques, et on va dire le nous, qu'on ne questionne pas trop quand on dit nous, et qu'il faudrait questionner, qui sont les pays riches, les endroits riches dans les pays riches, etc. Un endroit comme ici, voilà, par exemple, qui fait qu'on se dit que cet amphi marche bien parce qu'il y a tout ça, et que si on comprend bien... Mais il y a tout un tas d'autres situations où c'est posé de manière complètement différente. C'est cette variété-là qui reste encore vraiment à discuter. Il y a plein de gens qui la regardent, effectivement. Mais si on la regarde en disant que tiens, qu'est-ce qu'on essaye de faire durer, pourquoi on essaye de le faire durer comme ça, et qu'on reprend des questions non pas symboliques, mais vraiment matérielles, de qu'est-ce qui se passe concrètement face à ces objets-là, il y a des choses très intéressantes. Comment on récupère les pièces pour le faire, la peinture, etc. Comment est-ce que, jusqu'où on va dans ça? Est-ce qu'on utilise les mêmes outils qu'on avait à l'époque, etc. Donc, bon. Eric, et puis Nicolas, Oui, merci. Vous avez insisté au début de votre exposé sur l'importance de la littérature sur le Caire pour votre approche de la maintenance. Et je me demandais si on ne pouvait pas revisiter la littérature sur le Caire, notamment dans les relations intimes, avec votre perspective de la maintenance, quoi.
Par exemple, on s'intéresse de plus en plus à la durabilité des couples. Il y a des couples qui se cassent la figure beaucoup plus tôt que ce qu'on avait imaginé, d'autres qui durent beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait pensé. Et puis, toute la littérature sur les pratiques familiales insiste sur tous ces petits gestes réguliers qu'on fait pour maintenir le couple. Dans le domaine professionnel aussi, on fait de la maintenance. Les collègues ne sont pas toujours faciles, mais on doit régulièrement faire des gestes assez techniques parfois pour maintenir les relations. Donc je me demandais, en d'autres termes, si votre approche ne pouvait pas aussi porter sur les relations interpersonnelles, dans le cadre des relations intimes, mais aussi des relations professionnelles ou autres. Oui, je peux y aller, mais... Comme tu veux. Non, parce qu'il y a Goffman et tout, là. Oui, il y a Goffman, mais... Il y a Goffman et il y a aussi... comment le dire simplement les relations interpersonnelles sont toujours peuplées d'objets. Donc, pour le dire, oui, évidemment. C'est-à-dire que là, on vous parle de gens qui s'occupent des choses, et on vous dit qu'avec les choses, il y a toujours d'autres humains avec lesquels il faut compter et qu'il faut ramener, on va dire, au centre pour les rendre plus visibles, ou s'ils le sont déjà, pour comprendre ce qu'ils font. Et donc, dans les relations interpersonnelles, enfin voilà, ce sera ma réponse, Jérôme va compléter autrement. Mais moi, c'est vraiment, en gros, je ne sais pas ce que c'est des humains tout seuls. Donc, c'est une façon de répondre, évidemment. Après, l'autre partie de la réponse, c'est de savoir si... en gros, dans la perspective, c'est d'apprendre de ces gens qui s'occupent des choses. Donc là, on peut évidemment apprendre, en faisant les enquêtes qui vont avec, de la façon dont les couples ou les collectifs de travail avec des collègues avec qui il faut durer, quel genre de travail relationnel ou de soins ils s'aménagent entre eux pour durer en tant que couple ou en tant que... Mais voilà, ma réponse est oui, évidemment, mais dans tout ça, il y a toujours tout un tas d'objets, de dispositifs, de technologies, d'infrastructures. Ce que je veux dire, c'est une façon de ne pas trop faire de partition a priori entre une maintenance qui serait dédiée avec seulement des objets, c'est pas du tout ce qu'on a dit, et une sorte de faire durer des relations seulement entre humains. Faire durer des relations entre humains, c'est toujours composé avec tout un tas d'objets. Ma question va un peu dans le même sens, je suis ici, voilà, si jamais. Entre les deux dernières questions, c'est-à-dire un peu entre cette observation sur la visibilité, l'invisibilité et les rapports avec l'interpersonnel. Et au fond, si donc on imagine donc ce que je vois avec votre présentation, c'est cette idée aussi d'une ordre ou une hiérarchie même des soins. Et j'ai envie de vous poser la question, comment est-ce que vous voyez le rapport entre cet ordre des choses, cette hiérarchie des choses, hiérarchie des soins et hiérarchie sociale, en fait. Et comment vous avez développé cette argumentation-là éventuellement dans votre écriture? Merci. Alors on l'a pas développé comme ça parce que précisément elle est toujours hyper imbriquée dans plein de enfin on s'intéresse qu'à des situations très très spécifiques. On n'a pas du tout de version on va dire de lecture complètement qui serait structurelle au sens où si la hiérarchie il y avait cette chose-là. Par contre, c'est les arguments quand on explique le sale boulot, c'est-à-dire la version Hughesienne de l'idée qu'il y a une morale à chaque fois et il y a une forme effectivement de choses qui valent et de choses qui valent pas, ça c'est absolument crucial. Mais elles sont toujours, c'est sans doute un point essentiel, c'est que c'est toujours une espèce de lien entre les choses qui comptent, les personnes qui comptent ou pas sur les choses qui comptent, même si justement il y aurait une lecture à avoir sur quelles sont les toutes petites mains qui font des choses sur des choses qui sont d'une grande valeur, mais pour lesquelles on fait comme s'il n'y avait pas besoin de s'en occuper. Ça, hein,
ou inversement, des choses qui sont peut-être pas d'une énorme valeur, mais avec beaucoup d'acteurs très spécialistes qui, bon, ça c'est un peu moins le cas quand même, mais donc il y a cette espèce de, mais on va dire que c'est une question qui est une hiérarchie sociale qui serait toujours engoncée dans la situation, dans la configuration, souvent une configuration de travail, mais par exemple une configuration domestique aussi évidemment. Grosse partie de la question même du travail invisible, de toute façon, elle vient des débats sur le travail domestique des femmes, jamais compté, jamais calculé, qui est effectivement... Alors, c'est quand même vraiment le geste que fait UKLS, par exemple, de dire le boulot que je fais à la maison, c'est un boulot de maintenance. Pourquoi est-ce que Pollock, lui, il fait pas ça et qu'il continue de faire de l'art? Bon, ben moi, je vais dire que ça, c'est de l'art, ça suffit, c'est insupportable. C'est insupportable que ce soit l'innovation, le geste créatif masculin qui fasse ce truc-là. Mais donc, quand elle fait ça, elle fait remonter à la surface le fait qu'effectivement... Mais peut-être pour rejoindre ces questions aussi de... C'est-à-dire qu'il faut... Il y a une double chose dans ces questions, notamment sur le soin d'eux, parce qu'il y a des bouclages vraiment intéressants. C'est-à-dire qu'on s'inspire des théories du care, on s'inspire beaucoup du soin aux personnes, on est nourri de ça en partie. Mais c'est intéressant si on essaye de faire basculer le truc. Puis là, il y a des gens du soin des personnes qui viennent nous voir. Il y a des gens, il y a le CHU de Nîmes, là, un hôpital à Nîmes, qui disent « Mais c'est dingue ce que vous faites, c'est hyper intéressant, parce que ça nous renvoie aux petits gestes, y compris que nous, on fait aux malades et qui ne comptent pas, en fait, et qu'on ne comprend pas. » Il nous dit un truc très très beau qui est on a des gens qui sont en soins palliatifs, on a l'impression que ça va mieux, on les déplace, ils meurent. Et on se dit, quels sont les tout petits gestes qu'on a fait qui étaient du soin, qu'on n'arrivait pas à compter comme du soin. Mais ils le comprennent ça parce qu'on leur raconte des trucs sur les effaceurs de graffiti, parce qu'ils adorent les effaceurs de graffiti. Donc il y a un double truc très intéressant qui est l'espèce de déplacement, de dire, mais du coup, si on dit maintenance, peut-être que ça apporte effectivement un autre regard sur quelque chose qu'on n'avait pas regardé de cette manière-là. Après, Alain, pour souffler le chaud et le froid, en même temps, il faut faire gaffe, c'est sinon tout est maintenance. Tout. Donc il faut que ça soit alors c'est pas un concept, mais il faut que ce soit quelque chose qui nous aide à regarder des choses différemment. Par exemple, là, c'est une proposition, effectivement, de se dire, tiens, est-ce que les gens font durer quelque chose? Qu'est-ce qu'on voit si on se pose cette question-là? Mais c'est plutôt dans ce sens-là. C'est pas est-ce que c'est de la maintenance? C'est plutôt, tiens, si on le regarde comme si c'était de la maintenance, ou avec ce regard-là, qu'on peut peut-être découvrir des trucs qu'on n'a pas pensé avant et circuler comme ça dans le truc. Mais par contre, le truc auquel parce que là, en ce moment, c'est quand même une des notions qui est en train d'un peu, comme le care à un moment donné, comme plein d'autres, qui est en train de devenir un peu le truc qu'il faut mettre dans son titre de papier, machin, etc. Le risque, évidemment, d'en faire un truc dans lequel on met... Ah ben, ça en est là. Donc ça marche pas. Mais par contre, c'est vrai que c'est un opérateur, mais complètement à... Nous, on était très étonnés. Il y a des fois, on dit aux gens, mais non, mais vous n'avez pas la peine qu'on discute avec vous, puisqu'en fait, on vient de ce que vous faites, vous, précisément. Mais si, il y a une circularité qui est vraiment très intéressante. Et la vie domestique est très clairement un endroit où... Il y a d'ailleurs des choses très intéressantes, notamment sur les gens qui travaillent sur la consommation un peu... la consommation sobre, etc., la sobriété, ou sur des choses familiales, sur des rapports psychiques aux conditions dans lesquelles les gens vivent, qui sont en train de travailler là-dessus. Il y a beaucoup de thèses qui sont vraiment super intéressantes là-dessus. Mais c'est un truc, voilà, y retourner avec ce regard-là, et puis qu'est-ce qu'on apprend, avec le rebond permanent qu'il faut faire. On voudrait prendre d'autres questions, d'accord? Bonjour. Merci pour ce tour de force sur la question. C'était vraiment épatant de voir toutes les nuances et je crois qu'on n'a pas vu toutes. Enfin, il faut lire le livre pour les voir. C'est ça, on est obligé de l'acheter quand même. C'est le but. Voilà, c'est ça donne envie. Et donc, je voudrais revenir sur la question qui était touchée un peu rapidement dès l'obsolescence et comme phénomène nouveau, Et donc l'obsolescence, pas l'obsolescence programmée qui fait que les objets durent ou s'arrêtent de fonctionner à un moment donné, mais une obsolescence qui découle d'un rythme effréné et d'ajouts et des retraits, ou des variations dans les attachements, si on le pense dans une approche des sociologies des acteurs réseau. Donc en gros, comment une accélération du taux de renouvellement de ces attachements conduit aussi à une accélération de la variation des affections pour les choses. Et donc, en gros, comment inscrire une politique de la maintenance et dans ce système d'accélération qui conduit à une certaine relativité des attachements. On n'est pas attaché de la même manière à tous les objets, donc il y a certains objets qui
qui sont particulièrement affectés par les dynamiques d'innovation et de marketing, etc. Donc, et ces relativités est particulièrement visible quand on considère les localités du globe. Et elles ne se manifestent pas de la même manière. Donc, mon commentaire ou ma question, voilà, est celle de comment articuler une cité, et en termes de sociologie pragmatique, une cité de la maintenance qui puisse être invoquée dans la conflictualité qui découle autour de toute cette innovation. Voilà. Merci. Ben, c'était ça. Est-ce qu'on prend les questions d'affilée ou on répond? Non, mais on peut répondre. Mais non, parce que c'est une question super importante. Hein, mais on va pas faire une cité, par contre. Ouais. On fait pas de cité déjà, pas possible. Parce qu'on va pas faire de grammaire. Non, alors en fait, c'est un peu l'objectif de peut-être du livre aussi, l'attention à la fragilité, aux choses et l'attention au peuple des choses. C'est de dire, regardez à quoi on est attaché véritablement quand on est attaché à ce renouvellement permanent. Ça, c'est une première réponse. On n'est pas attaché juste à des choses. On est attaché à tout un milieu et à des conditions ou pas de les faire durer ou pas de les faire durer. L'autre point, c'est vraiment de travailler à l'interdépendance écologique, c'est-à-dire quel est le coût de tout ça, quel est le coût du remplacement. Parce que justement, si on est attaché à changer son téléphone régulièrement, c'est aussi parce qu'il y a un circuit qui fait que le téléphone parte ailleurs et sont maintenus malgré tout, ou sont entretenus. Donc il y a le problème du déchet, qui est un problème gigantesque, évidemment, mais il y a aussi un problème plus complexe de ça, c'est-à-dire que les choses durent ailleurs et par d'autres, et donc qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Mais après, c'est tout ça, les yaka, c'est très complexe, évidemment, on peut pas, et puis c'est pas le but du jeu. Mais la sensibilité permet ça, et notamment la sensibilité à une matière. C'est un enjeu diplomatique qui est intéressant aussi, c'est le collectif Rotor, qui est un collectif belge de sociologues et d'architectes, qui ont fait un très beau catalogue qui est trouvable en ligne, qui s'appelle Usure, et Usus, hein, le usage et usure, et qui dit il faut à nouveau faire une diplomatie de l'usure, il faut accepter que les choses s'usent. Qui est peut-être aussi le geste très fort et très politique de toute maintenance. Pas toutes, justement, pas toutes, précisément. Mais la maintenance, celle qui fait preuve de tact, et celle qui accepte de dire que les choses se transforment et s'usent. Mais bon, comment faire ça et de quelle manière, c'est extrêmement complexe. Mais évidemment, le coût que représente la disparition de l'usure dans notre champ de vision, à nous, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, grosso modo, l'interdiction même en partie, qui a été menée pour qu'on ne bosse pas avec qu'on vive pas avec des choses qui s'usent. Le coût vraiment environnemental et le coût peut être un des moyens d'eux, évidemment. Mais pas partout. Aux États-Unis, ce débat-là, il est vraiment très lié à une espèce encore de la liberté, grosso modo, c'est quand même encore ça qui fonctionne bien. L'émancipation, l'autonomie, l'usager. J'ai acheté, c'est à moi, je fais ce que je veux vivre avec ce machin qui s'use et le faire durer plus longtemps. Comme quoi, l'autonomie et la liberté américaine, pas que juste porter des armes. Dolores. Merci pour votre présentation. Oui, je ne suis pas très grande, mais bon, en effet, on verra un peu mieux. Donc j'avais deux questions. Donc là, vous avez parlé essentiellement des choses et de la maintenance des choses. Je me demandais, est-ce que vous étiez aussi interrogé sur les autres qu'humains et vivants, donc notamment dans l'espace public, voilà, avec les plantes. Et puis, par ailleurs, est-ce que vous êtes aussi intéressé à la question des transmissions et des formations, sans forcément parler des facteurs d'orgue qui tendent à disparaître et du coup on a des problèmes, mais voilà, est-ce que vous avez été voir un petit peu comment est-ce que, je sais pas, la personne qui nettoie le parvis de l'hôtel de ville est formée, etc. Les vivants. Les vivants, on en a en fait dans nos terrains qui sont absolument pas sur les vivants. On en a sur les panneaux, on en a sur les murs. Après, il y a toute cette littérature en fait sur la sensibilité aux vivants qui insiste sur. En gros, on n'est plus attentif aux vivants. On sait plus comment faire. Donc ça, on a un petit geste un peu radical dans l'introduction où on explique que tout ça c'est super important et on est tout à fait d'accord. Mais pour se rendre à nouveau sensible aux vivants, il faut tout un tas d'objets. Je reviens sur la réponse de tout à l'heure. Il faut des jumelles, il faut des habits, enfin voilà, pour aller en forêt. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième, c'est on a effectivement tout un tas de travaux en cours, même des thèses qu'on dirige, où il y a, et notamment dans l'espace urbain, les manières dont
tout un tas d'éléments, on va dire, des espèces animales ou végétales sont à nouveau, ou pas à nouveau, mais comment on les prend en compte dans des formes d'urbanité, en fait, où on leur fait une place plus grande ou avec une attention plus importante. Donc, tu peux compléter. Oui, je vais juste compléter sur... Quand même, alors c'est un registre un peu particulier dans le livre, parce que ce n'est pas la même chose que tous les cas qu'on raconte, mais on essaye de montrer que l'éthique environnementale est une éthique de la maintenance, parce que c'est une éthique de la coexistence, etc. Puisque la maintenance, c'est une intense d'une communauté, au sens, c'est pas biocentré, c'est écocentré, pour le dire dans les termes de Larère ou de Calicote. Donc, il y a c'est plutôt une invitation pour dire un peu, finalement, tiens, mais si on allait regarder ça, sur le partenariat dont parle Merchant avec la nature, qui refuse la version mise sous cloche, par exemple, ou qui refuse la version grosse ingénierie environnementale, il y a quand même des résonances très très fortes entre ce tact-là et le tact des mainteneurs. Alors c'est compliqué, parce que les mainteneurs font des trucs qui sont souvent... voilà, justement, c'est des infrastructures, des choses avec lesquelles on vit, donc qu'on oublie complètement. Tout un tas de chercheurs qui font des choses passionnantes, mais qui oublient complètement en disant qu'il faut se rendre sensible au vivant, comme si c'était réglé. On dit il faut le remettre et voir comment est-ce qu'on peut faire discuter ça, parce que c'est des questions qui sont quand même très très proches. Et Cronon, qui est notre maître absolu, il finit son livre, sur Modèle et récit, qui est sorti en français il n'y a pas longtemps, sur Récit et... je ne me souviens plus comment il s'appelle, où il y a plein de papiers. Il fait son problème avec la wilderness, qui est le super papier de William Cronon. Il finit en disant, le problème de wilderness, c'est que ça fait de la nature comme ça, sauvage, ça fait des hiérarchies, ça rejoint d'ailleurs, ça fait des hiérarchies très compliquées, parce qu'il y a plein de choses dont on n'a plus besoin de prendre soin. Or, moi, je pense que parfois, il faut peut-être prendre soin de mon pauvre arbre dans mon jardin, et donc ça se discute, mais à la fin du papier, il dit, il faut prendre aussi en considération le trottoir de Manhattan qui a une fissure. Cronon, le grand nom de l'éthique environnementale, il va sur le... Et il dit, là aussi, il y a du sauvage, en fait. Il faut faire du taureau avec... il le dit quasi comme ça. Il veut dire, je ne veux pas mettre taureau à la poubelle parce que j'aime bien. Éventuellement muir, mais pas taureau. Mais on va le faire avec l'autre. Et donc, il faut faire la même chose. C'est exactement ce geste-là. Mais qui a à construire. Qui va pas être simple, parce qu'évidemment, quand on parle des effaceurs de graffiti, les philosophes du vivant, ils ne vont peut-être pas adorer. Mais bon. Nous, vraiment, on serait ravis de discuter de tout ça. Et la ville est un super endroit pour faire ça. On n'a pas répondu à la deuxième question sur transmission, apprentissage. Donc on va dire que le point n'est pas fait de manière directe, frontale dans le livre, mais les chapitres qui traitent de l'attention et on va dire des relations entre ces personnes et les choses, en insistant, on va dire, sur tout ce qu'on a, un certain nombre de choses qu'on a dit là, et il y a d'autres choses qui sont dans le livre, sur cette proximité, sur ce savoir intime, mais par la répétition continue, cette proximité, c'est à la fois une façon de dire que ces gens-là ont des compétences très fortes, et que croire que c'est juste quelque chose qui est facile à automatiser, ça rejoint beaucoup de choses qui sont déjà très présentes dans la littérature, avec des fantasmes d'automatisation, mais qui ont été, on va dire, exponentiellement redoublés avec l'informatique. Donc c'est une façon de dire, faites attention en fait, vous avez des perles à l'intérieur de vos organisations. Donc ça, c'est une forme de discours à la fois implicite, on ne le dit pas comme ça, mais en insistant sur cette dimension, c'est quand même ce qu'on dit. Sur les formes d'apprentissage et de transmission, on pourrait dire c'est à la fois dans la version formalisée des points d'attention et tout ce qu'on dit sur les surprises et cette proximité continue, où en fait la transmission elle se joue dans en gros viens avec moi et je ne vais pas te montrer, mais viens avec moi et viens régulièrement. Et en fait en tant qu'ethnographe c'est aussi ce qu'on a fait. On n'est pas capable de faire ce que font les gens qu'on a accompagnés, mais entre la première observation et la dernière, on est devenu aussi bien attentif qu'eux. Après, on n'intervient pas. Mais, donc voilà, c'est une sorte d'apprentissage et de transmission très située. Mais on n'a pas une sorte de conseil ou de leçon et pas une entrée directe sur comment se transmettre, comment se joue l'apprentissage. Alors, merci beaucoup pour votre présentation, ça m'a beaucoup plu. Moi, je voulais vous demander un peu un sens inverse. Moi, j'ai rencontré beaucoup le danger ou l'impossibilité de prendre soin.
Donc j'ai fait beaucoup de terrain en Afrique de l'Ouest, dans les hôpitaux, pour le développement d'un appareil rayon X pour les pays bas moyen revenu. Puis évidemment, il y avait partout des éléphants blancs. Et j'ai dû rapporter à mes ingénieurs, médecins, développeurs, business people. Voilà. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de gens qui sont capables. Il y avait plein de gens dans l'hôpital ou ailleurs qui étaient capables de prendre soin, mais il y avait cette impossibilité de prendre soin. Donc il y avait ces objets qui traînaient dans l'hôpital, qu'on ne pouvait pas prendre soin d'eux pour plein de raisons, parce que ça serait prendre sur soi justement la responsabilité, ce ne serait pas forcément avoir accès aux pièces, ce serait également éventuellement rentrer en conflit avec le ministère ou l'hôpital, ou comme ça, de prendre soin, même si on en est capable, même si c'est dans ses fonctions, même si... Voilà. Donc je me demandais justement... Pour vous, qu'est-ce que vous avez rencontré sur cette impossibilité où voilà, même si on devrait prendre soin, et qui crée plein de dynamiques, plein de visions où finalement on ne prend pas soin, on ne peut pas prendre soin des objets. C'est vraiment une question qui est super intéressante, qui est fondamentale, qui a été un peu traitée dans la littérature qu'on connaît par Daniela Rossner et Ames, je ne me souviens plus de son prénom, qui ont travaillé sur le One Laptop Per Child, là, le programme un ordinateur incassable. Donc, dans lesquels qui avait en lui les scripts, pour reprendre les notions de notre chère Madeleine Acriche, la non-intervention des réparateurs, parce qu'il n'est pas cassable. Évidemment, il se casse le deuxième jour. Et elles comparent ça avec les Repair Café. Et donc, le grand luxe de la réparation des Repair Café, on a tout ce qu'il faut, le tournevis qui va bien, la vis Philips, le machin, etc. Et elles montrent que, effectivement, il y a deux réponses, mais elle montre en tout cas qu'il y a une sorte d'infrastructure du soin, c'est-à-dire qu'il faut l'infrastructure de la maintenance, il faut une infrastructure possible. Donc ça, c'est la première chose. Mais je pense que dans les cas que vous évoquez, ça va beaucoup plus que ça, c'est-à-dire qu'il faut un milieu, au sens très écologique du terme, et il faut des outils, des objets. C'est pour ça que je pense beaucoup aux tout premiers travaux de Madeleine Acriche, qui montrent comment des technologies débarquées, notamment dans des projets de transfert technologique, avec une espèce de présupposé sur la manière dont il pouvait durer, éventuellement dont il pouvait être maintenu, mais qui ne correspondait pas du tout à ce qu'était le monde dans lequel il débarquait. Et donc, les conditions de la maintenabilité d'une chose sont absolument intimement liées à ce monde-là qui va avec l'objet, et donc à cette espèce de co-construction, entre guillemets, la possibilité de... la fameuse pompe du Zimbabwe de Anne-Marie Moll et Marianne Delette, qui montre précisément qu'était designée une pompe pour le désert, qui était faite pour tout le temps se transformer, tout le temps bouger, pour pouvoir continuer dans des conditions particulières, avec des communautés qui s'en occupaient, et le designer avait à peu près tout fait, y compris ne pas mettre son nom, pour que ça reste la même pompe tout en... Donc c'est pas tout à fait la même histoire, mais cette idée qu'il y a un milieu possible, ou pas, qui rend possible la maintenance, et qu'il y a des situations où du soin, et qu'il y a des situations où on aimerait bien pouvoir, mais on ne peut pas. Ce qu'on a peu connu, sauf le One Laptop Per Child dans la littérature, c'est des des questions passionnantes, parce que justement, on essaye de comprendre, mais qu'est-ce qui est présupposé du coup ? Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas précisément, concrètement ? Donc, mais il y a un peu de ça dans une partie des travaux de Steve Jackson et ses collègues sur les ordinateurs aussi. Alors, je ne me souviens plus, il y a des pays il y a en Inde et il y a des pays en Afrique. Où il me semble qu'il raconte des choses là. Il y a des problèmes institutionnels, effectivement, il y a des problèmes de fragilité, vraiment même matérielle, du climat, de tout un tas de choses. Donc, mais c'est un point d'entrée super intéressant, parce que pour faire le décalage, justement, on aimerait beaucoup prendre soin, mais on ne peut pas. Donc, Alors, pour prendre soin de nous, de la salle... Oui, et les 2 minutes qui nous restent. On a 2 questions. Est-ce qu'en 2 minutes, c'est possible ? Shoot. Oui, merci pour les présentations passionnantes. J'aimerais vous poser une question. J'aimerais savoir si ce que je vais vous dire vous parle ou si ça vient trop de l'écologie et puis que là on est plutôt dans la sociologie où il y a un pont. Voilà. Alors la question c'est ça. Est-ce qu'il y aurait en fait d'un côté le tact de la maintenance et de l'autre côté les intérêts du recyclage ? Et il y aurait une sorte de combat ou une concurrence pour la conscience des gens à mesure qu'ils se rendent compte de la gravité de la situation de la planète. Et que d'un côté, il y a ce dont vous parlez très bien, le tact de la maintenance, et de l'autre côté, il y a d'où on vient. Et on vient vous pouvez acheter quelque chose, vous l'usagerez à un certain moment, et après, vous êtes prié de le rendre à cet endroit, et puis nous, on s'en charge, et on recommence l'industrie.
Et une autre façon de voir ce l'un ou l'autre, ce serait ce que Murray Bookchin disait, vers une technologie libératrice, c'est-à-dire quelque chose que je peux réparer avec mes mains à l'infini, à la limite dans un repair café où on ne va pas réparer pour moi, mais m'expliquer à réparer, versus une technologie infantilisante avec l'obsolescence, etc. Donc est-ce que vous vous sentez dans cette dichotomie-là, ou est-ce que c'est quelque chose d'annexe ? Alors non, nous aussi, on participe un peu, mais on l'observe surtout, et il nous intéresse beaucoup. Le Kyle Vince, qui est le créateur d'iFixit, il nous a expliqué qu'au départ, il n'était pas du tout là-dessus, par exemple. Il ne pensait pas du tout que la maintenance était une espèce de contre-discours par rapport au recyclage, jusqu'à ce qu'ils puissent aller voir des sites de recyclage et qu'ils comprennent qu'on ne recycle rien, ou un peu, mais pas beaucoup. Et qu'il y a un énorme mythe, mensonge du recyclage et qui participe justement. Et lui-même s'est dit, ah oui, réparer, c'est moins produire. Et donc ces acteurs-là qui défendent la nécessité de maintenir, vraiment se rentrent exactement dans ce combat-là. Et il est très intéressant ce combat, effectivement, parce que c'est un débat complexe et que la maintenance peut être une voie de la sobriété très forte. Et évidemment, ces acteurs-là sont les mêmes qui disent qu'il y a une part d'émancipation et de connaissance libératrice à la Simondon, quoi, de l'intérieur même de la machine, si on est capable de la réparer. Versus l'infantilisation ou la construction d'un vous en occupez pas, on s'en occupera ailleurs. Donc, et puis quand on dit qu'il faut se rendre sensible, etc., c'est bien ça. Donc, mais ce qui nous intéresse, c'est d'y participer un peu, mais c'est surtout de comprendre comment ces acteurs-là l'ont compris et eux-mêmes se mettent à... Et comment dans l'économie circulaire, la réparabilité est devenue dans la loi quelque chose qui est apparu et qui fait en fait une ligne de fuite dans la circularité de l'économie circulaire ou une autre circularité ailleurs, quoi. Oui. Bonjour. Vous avez énormément parlé du faire durer, donc de la maintenance, du maintien d'un objet. Comme ça a été évoqué dans des questions précédentes, il y a aussi la question du changement de relation justement à un objet ou à un système technique qui peut entrer en lieu, en lien avec certains débats écologiques ou politiques. Je me demandais si la question justement du sabotage ou du démantèlement, elle rentrait dans vos analyses, en particulier en lien aux centrales nucléaires, qui sont peut-être certaines des infrastructures les plus urgentes. C'est également des cas dans lesquels peut-être les personnes qui prennent soin de ces infrastructures, comme les agents des centrales, sont peut-être aussi certaines des personnes qui savent le mieux comment les démonter ou qui peuvent intervenir dans ces processus-là, donc qui serait peut-être une forme de savoir situé qui peuvent rentrer en jeu. Donc comment penser justement cette dialectique entre démantèlement, maintien, comment elle est structurée aussi dans les débats, et voilà. Et on a combien de minutes? Vas-y. Non, c'est un point, crucial, et c'est une discussion qu'on fait en intro et en conclusion avec les travaux de Bonnet, Landivar et Monin sur l'écologie, la redirection écologique et l'écologie du démantèlement. Où ensemble, Monin prend plus de place que les autres, et puis il va surtout là faire un nouveau livre qu'on attend, qui sort le mois prochain, qui est politiser le renoncement, qui est cette question-là justement de qu'est-ce qu'on interrompt et qu'est-ce qu'on démantèle et comment on le fait et quel est le coût de tout ça, avec quelque chose qui est très proche de la manière dont on insiste sur les interdépendances qui se constituent dans la maintenance, mais avec l'effet miroir inverse, et qui est vraiment un point central. Et alors, la position qu'on a, c'est que c'est un complément, c'est-à-dire que c'est plutôt une espèce d'ajout en disant c'est très important de penser ces questions de démantèlement et de fermeture, politiquement en particulier, mais il ne faut pas faire croire que que les choses vont durer d'elles-mêmes. Donc c'est une espèce simplement de complément à ça. Après, on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu véritablement de mise en débat. Faire durer quelque chose, c'est toujours ne pas en faire durer une autre. Et tous les travaux sur le Caire, les plus récents, insistent beaucoup là-dessus. Prendre soin de quelque chose, c'est ne pas prendre soin d'autre chose. Et il faut absolument insister aussi là-dessus, le mettre en débat et le discuter. La maintenance des centrales nucléaires, alors en France, on est... Voilà, et puis on a quelqu'un qui connaît bien, on a un problème gigantesque avec ça. On a une très bonne maintenance nucléaire, donc on s'est rendu compte que les centrales sont dans un état un peu problématique. Quelle est la décision politique qu'on prend, effectivement, et surtout, quel type de politique? C'est vraiment la question de Monin et de Bonnet et Landivar, c'est quelle est la forme politique qu'on donne à ce débat-là. Et c'est vrai qu'il y a une forme qui se joue toujours entre qu'est-ce qu'on fait durer ou pas, qu'est-ce qu'on ferme,
et qu'est-ce que faisait durer autour de ce qu'on voudrait fermer, qu'on ne voudrait pas interrompre, et comment est-ce qu'on tisse tout ça. Donc effectivement, par exemple, les acteurs de la maintenance eux-mêmes, puis les centrales nucléaires, c'est des questions d'un certain point de vue qui, en termes de démantèlement, en termes d'interdépendance, se jouent différemment que leurs cas, eux, qui sont super intéressants, de la station de ski ou des piscines là, qu'ils ont étudiées, où ils disent qu'est-ce que ça veut dire si on ferme les piscines, effectivement, parce qu'en France, elles sont fermées parce que le chauffage est trop cher. Donc, à quoi on tient? C'est toutes ces questions-là qui se posent. Mais alors, oui, ça rejoint l'action d'obstination, les centrales nucléaires. C'est comment on les démantèle et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a démantelé, qu'est-ce qu'on fait des sols sur lesquels elles étaient, jusqu'où. Enfin, c'est des questions absolument passionnantes, oui. Et qui sont du même genre, parce qu'il y a du tact beaucoup dans cette histoire-là. On va interrompre, on va pas faire durer. C'est ça. On est un peu désolé. Bien joué. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci.